Salut Gaëlle. Salut. Merci d'être venue chez Mademoiselle pour cette interview. Merci de me l'avoir proposé. Je t'ai demandé de venir parce que tu es hypnothérapeute et ton métier, c'est d'hypnotiser les gens. Oui, alors moi j'aime pas trop cette idée d'hypnotiser les gens parce que ça me renvoie au fait que moi j'aurais un pouvoir sur la personne qui est en face de moi. Donc je préfère dire que je vais aider la personne à dépasser un blocage en lui apprenant à contacter la partie de lui qui est responsable de ce blocage. Et pour ça, cette personne va apprendre à modifier son état de conscience volontairement. Donc pour induire un état d'hypnose, on va utiliser des différentes méthodes donc pour modifier l'état de conscience et pouvoir accès à tous les apprentissages en fait, qui ont pu créer ce blocage-là. C'est un autre angle. Ok, donc on ne va pas dire que tu hypnotises les gens. J'apprends les gens à s'hypnotiser eux-mêmes en fait. J'apprends aux gens à s'hypnotiser eux-mêmes. Du coup, t'as plutôt une démarche où tu aides les gens en fait, un peu comme d'autres praticiens, comme par exemple des psys. C'est juste un autre angle, d'autres méthodes et d'autres outils, mais l'intention est la même, ouais. Donc c'est pas du tout comme l'hypnose qu'on peut voir en spectacle sur scène. Là, il y a beaucoup d'affiches dans le métro pour un gars qui s'appelle Mesmer, qui fait un spectacle d'hypnose. Ouais. Comment ça se fait que deux pratiques aussi différentes soient regroupées sous le même nom ? Moi, j'aime pas trop utiliser le mot hypnose en fait parce que c'est un mot vachement galvaudé maintenant et il y a plein d'idées reçues autour de ça. Il y a plein d'amalgames et effectivement, l'hypnose qu'on pratique en cabinet est pas du tout la même que ce qu'on voit en spectacle. Alors, il y a l'outil pour modifier l'état de conscience. Avec,effectivement, on va pouvoir retrouver des trucs similaires parce qu'effectivement, ça reste des états modifiés de conscience on peut utiliser les mêmes méthodes, mais après, il n'y a pas la même éthique, il n'y a pas de démonstration en cabinet, donc on n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit, de faire rire qui que ce soit. Enfin, on est vraiment un cabinet, une séance en cabinet, c'est quelque chose d'intime, et l'hypnothérapeute est vraiment au service de la personne, donc il n'y a pas de show-off, on peut faire des petits jeux ludiques pour faire découvrir l'impact de l'inconscient ou comment on y accède, etc. Mais ça reste juste des trucs pour que la personne, elle vive quelque chose d'intéressant, en fait. Tu parles de modifier l'état de conscience. Ouais. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là et à quoi ça peut ressembler d'être sous hypnose ? Ouais, à quoi ça peut ressembler déjà, chacun le vit à sa manière. Modifier l'état de conscience, en fait, on le fait tous involontairement finalement, parce qu'une émotion, quelle qu'elle soit, c'est déjà un état modifié de conscience. En fait, notre état de conscience, il fluctue toute la journée en fonction de ce qu'on vit. Et un état d'hypnose, c'est quelque chose de naturel. C'est juste que ça va pas forcément être le même quand on a un stress ou un petit bonheur qui arrive que ce qu'il y a en cabinet. Mais c'est un état modifié de conscience et en fait, en cabinet, on va tout simplement recréer ça de toutes pièces parce que la personne n'a pas forcément une grosse émotion qui vient tout de suite, ou alors, si justement la personne a une grosse émotion là maintenant, on va utiliser cet état modifié de conscience là, et on va pas recréer un truc, on va pas passer par ce qu'on appelle une induction, qui est une méthode pour induire un état hypnotique. Si quelqu'un vient et puis fond en larmes, on utilise ça tout de suite, c'est déjà un état modifié de conscience. Tu parles d'induction, et on parlait tout à l'heure de Mesmer, je pense que tout le monde a une image de l'hypnose un peu Tintin et le professeur Tournesol avec son pendule. Quels outils tu utilises pour modifier l'état de conscience d'une personne ? L'idée, c'est de sortir de son état de conscience qu'on appelle habituel, et pour ça, il peut suffire, en tout cas ça peut être une première étape, de faire un truc qu'on fait jamais d'habitude. Par exemple, fixer un point pendant 10 minutes, c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, et ça va commencer à modifier l'état de conscience. Il y a des gens qui peuvent être coupés de leur ressenti physique. Le fait de leur demander de se concentrer sur leur respiration, par exemple, ça peut commencer à modifier l'état de conscience. Et après, on peut empiler tous ces trucs-là, et puis on en vient à quelque chose qu'on peut utiliser. C'est différent pour chaque personne. Enfin, il y a des méthodes, après, elles vont marcher sur certaines personnes et pas sur d'autres, et puis en fait, on fait une petite cuisine comme ça pour que la personne précisément qui a en face de l'hypnothérapeute à ce moment-là trouve son chemin à elle, en fait, vers son inconscient, si on peut dire ça comme ça. Et pour quel problème les gens viennent te voir généralement ? Enfin, pour quel problème on peut avoir recours à l'hypnothérapie ? On peut intervenir avec l'hypnothérapie sur la majorité des problématiques
émotionnelles et comportementales. Donc un grand classique, c'est l'arrêt de tabac, il y a aussi la perte de poids, il y a les étapes de vie, les deuils, les reconversions professionnelles, le licenciement, tout ça, les ruptures amoureuses, tout ce qui est gestion du stress, anxiété. Parfois c'est une émotion qui est pas digérée, un événement qui s'est passé et puis qui a encore un impact dans le présent, une mauvaise habitude à changer de comportement, etc. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Après, on peut aussi apprendre à gérer la douleur. C'est pas l'éliminer parce que la douleur c'est une information qui est utile, mais on peut apprendre à gérer la douleur. On peut travailler aussi sur tout ce qui est somatique, comme par exemple le psoriasis, l'eczéma, les maux de tête. Après examens médicaux quand même, parce qu'on ne remplace pas la médecine et on ne va d'ailleurs pas soigner quelqu'un. Dans ce cas-là, on ne va pas travailler sur le symptôme qui est un problème cutané ou une migraine, on va travailler sur éventuellement ce qui peut générer ça en fait. Et si effectivement c'est ça, le symptôme va disparaître de lui-même. Mais on va travailler sur ce qu'il y a en amont. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne qui te sollicite et après t'être entretenu avec elle, tu lui dis en fait il faut que vous ayez voir plutôt un docteur, donc un généraliste ou un psychiatre, etc. Et c'est pas de ma compétence de vous aider. Moi ça m'est pas arrivé, mais effectivement ça peut arriver parce qu'après en tant qu'hypno, moi j'ai des limites aussi. Il y a des problématiques sur lesquelles je peux pas intervenir. Je pense par exemple à l'anorexie, ça se fait. Alors l'hypnose peut apporter quelque chose à cette problématique-là, mais ça se fait avec une équipe médicale derrière, un psychiatre, etc. Les gens qui sont vraiment dépressifs, ça va se faire avec un psychiatre aussi. En fait, je peux collaborer avec certains autres professionnels, mais c'est vrai que l'hypnose peut pas tout faire non plus. Enfin, il y a certaines limites quand même, et ça peut arriver qu'on redirige quelqu'un vers ou que ce soit des approches énergétiques ou alors effectivement un psychiatre, tout ce qui est troubles de personnalité, etc. Par exemple, c'est pas mon ressort. Et du coup, comment t'es devenue hypnothérapeute ? Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée là ? Alors, moi j'ai commencé par des études de dessin animé. Et en fait, dès le début de mes études, je me voyais pas faire ce métier-là toute ma vie. Et je me disais, bon, je vais faire ça 10-15 ans, et puis après, je ferai un truc où je me sens plus directement utile, mais sans avoir aucune idée de ce que ça pourrait être. Et puis, quelques années plus tard, mon mec m'a quitté, et du coup, moi, je me sentais nulle. Je me suis dit, s'il m'a quitté, c'est vraiment que je dois être nulle. Je dis ça au cas où quelqu'un se retrouverait là-dedans, et puis que ça donnerait des idées. C'est pour ça, parce que j'aurais pas forcément pensé, je savais pas que ça existait. C'est ma maman qui m'a dit, écoute, moi, j'ai fait une séance d'hypnose un jour, peut-être tu peux faire ça. Et je suis sortie de là en me disant, ça a l'air génial comme métier. Et à partir du moment où je me suis renseignée sur comment on se formait à ça, en fait, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais peut-être faire ça ? Il n'y avait plus de retour possible. Et c'était très bizarre pour moi parce que j'avais jamais pensé faire ça. Encore une fois, un mois avant, je savais pas que ça existait. Et je devais faire ça. Et j'ai mis un bon mois, en fait, à ce que tout en moi se dise, oui. Oui, effectivement, je vais faire ça, mais j'aurais pu ouvrir un camion de pizza, ça m'aurait fait le même effet, quoi. C'est quoi cette idée bizarre qui tombe du ciel Et puis voilà. Comment on se forme pour être hypnothérapeute ? Une fois que tu as décidé, ok, c'est ça que je veux faire dans ma vie, vers quoi tu t'es tournée ? Est-ce qu'il y a des écoles, des organismes spécialisés ? Ouais. Moi, je suis allée... je suis pas allée chercher très loin. J'ai regardé la formation qu'avait fait l'hypnothérapeute que j'étais allée voir. Ça m'avait l'air très bien. Et du coup, voilà, je me suis inscrite. Et puis c'est parti. J'ai fait ça étalé sur quelques mois. Et il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai fait l'Arche. Et voilà, il y en a d'autres après, mais... Il y a des différences entre les écoles dans la façon d'enseigner, le rapport à l'hypnothérapie ? Ouais, alors après, je les connais pas toutes personnellement, évidemment. Je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a plein de formations d'hypnose qui proposent de faire des formations de praticiens en 5 jours. C'est complètement aberrant parce qu'évidemment, autant la formation d'hypnose peut être courte parce que c'est des outils qu'on peut apprendre à utiliser et puis on ne va pas diagnostiquer quoi que ce soit. Il n'y a rien d'ordre médical, donc il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces connaissances-là pour accompagner quelqu'un efficacement. Donc la formation est assez courte. Mais 5 jours, et même juste 15 jours, c'est n'importe quoi. Donc... je pense qu'il faut vraiment, si on veut se former à ça,
juste faire le maximum qu'il est possible de faire dans cette formation-là. Et c'est déjà pas beaucoup, parce qu'après, c'est une formation qui continue toute la vie, en fait. Ils mettent les moyens financiers et personnels aussi, parce que c'est un métier où on va accompagner des gens, donc il faut faire ça bien quand même. Concrètement, il se passe quoi pendant les formations ? Est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a de la théorie, peut-être un peu de pratique ? Qu'est-ce qu'on apprend dans une formation à l'hypnothérapie ? Moi, ma formation, elle est à 75% en pratique, en fait. Donc effectivement, on a un support de cours, on a des cours magistraux, mais on a beaucoup d'ateliers, en fait, pour apprendre à utiliser des bonnes tournures de phrases, à apprendre à bien communiquer, à apprendre à gérer les émotions de l'autre, donc à apprendre à gérer les siennes aussi. On apprend toutes les méthodes après qu'on va pouvoir réutiliser en séance. Donc voilà, et on s'exerce vraiment. C'est un peu un saut dans le vide, la formation, parce qu'on est amené à pratiquer très tôt, même quand on n'a pas trop compris ce qu'on va faire. Après, on est très encadré, donc s'il y en a un qui merde, il y a des gens pour rattraper ça. Mais c'est vraiment une formation pratique, et on va faire... c'est pas vraiment des jeux de rôle, parce qu'on travaille quand même en tant que sujet sur des trucs perso. On peut en profiter pour amener ces choses-là. Mais ouais, c'est une formation pratique, et c'est comme ça qu'on apprend, parce que c'est un peu intimidant comme rôle. C'est un nouveau truc pour beaucoup de gens. Et voilà, ça demande de se familiariser un peu quand même. Ouais. Tu dis que vous êtes encadré au cas où vous merdez. C'est quoi merder quand on est hypnothérapeute ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme dégâts, entre guillemets, comme erreur sur la personne qu'on traite ? Je pense que quelqu'un qui a une bonne formation va pas merder de la même façon en formation qu'après, déjà. Mais ce qui pourrait être vraiment problématique quand on est hypnothérapeute, ce serait de faire ce qu'on appelle des projections. En fait, c'est interpréter ce que la personne vient de dire et donner des conseils, donner des solutions. Ça, c'est pas du tout le rôle d'un hypnothérapeute, qui doit se contenter vraiment de poser des questions pour inviter la personne à vraiment trouver ses solutions à elle. Donc voilà, ça demande de rentrer dans son monde et de faire fi du sien pour pas tout mélanger, quoi. Pour vraiment rester sur la personne, ses fonctionnements à elle, et pas amener ces trucs à soi qui n'ont rien à voir. Tu l'as fait quand, ta formation ? Ça fait combien d'années que tu fais ça ? Moi, ça fait 2 ans que je suis certifiée maintenant, et donc ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé ma formation, que j'ai fait en 6 mois, et puis je fais des formations régulièrement aussi pour continuer à confirmer tout ça. Ouais. Et donc c'est ton métier, c'est de ça que tu vis ? Oui. Je continue quand même le dessin. Voilà, je mets pas mes œufs dans le même je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Donc c'est une partie de ma vie professionnelle, que je développe avec le reste. Et puis comme j'ai fait le blog maintenant, ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc ça, le blog, je le mets vraiment dans ce métier-là, parce que ça me prend du temps. Je fais vraiment de la pédagogie et de la communication autour de ça, donc voilà. Tu peux nous parler de ton blog et de tes vidéos YouTube ? J'ai fait ma chaîne YouTube cet été. En fait, j'ai pas commencé par ça. J'ai fait des articles au début, puis après des articles et des podcasts, et maintenant des vidéos. En fait, voilà, je vais retransmettre ce que j'ai appris dans ma formation, et puis ce que je traverse moi dans ma vie aussi. Je fais des liens avec ça. Et puis je vais donner des outils d'auto-hypnose, en fait, pour pouvoir un peu gérer ses émotions au quotidien, sachant qu'on ne fait pas la même chose en auto-hypnose et en cabinet, parce qu'on ne va pas régler un problème avec le système de pensée qui l'a créé. Donc en auto-hypnose, on va plus s'aider de petits outils ici et là pour gérer ses émotions, ses habitudes, son sommeil. Et puis voilà, après... Je parlais de pédagogie tout à l'heure, parce que pour moi, l'hypnose, c'est vraiment une manière de se rééduquer, en fait. On a tous quasiment pas été éduqués sur le plan émotionnel et relationnel aussi. Et on n'apprend pas, en fait, aux enfants comment gérer leurs émotions. On leur dit pas qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché, qu'est-ce qui se passe quand on a peur, qu'est-ce qu'on peut faire, ou quand on est triste. Quand un gamin voit que sa maman elle est triste, et puis que sa maman va lui dire mais non ça va, le gamin ça fait une dissonance entre les deux, donc lui ça va faire un apprentissage, et puis qui va avoir des répercussions sur sa vie d'adulte après. Et donc on a tous un truc pas très bien réglé à l'intérieur, et c'est vrai que l'hypnose ça permet de venir voir comment ça se passe à l'intérieur, justement, pour pouvoir refaire les ajustements qui se sont faits de manière complètement automatique quand on était enfant, sur lesquels on n'a eu aucun
aucun contrôle, finalement, ça se fait tout seul. Notre inconscient, il apprend tout seul avec sa logique à lui, mais on lui a jamais donné de feedback. Et avec l'hypnose, c'est une manière de pouvoir faire ça, enfin. Donc, sous hypnose, on peut accéder à l'inconscient. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Et alors, moi, j'ai un cliché en tête Ouais. de l'hypnose qui peut permettre de te faire déterrer un souvenir complètement oublié ou occulté ou quelque chose que tu te souviens vraiment pas dans ton état conscient avoir vécu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Le problème avec les souvenirs, c'est que l'inconscient peut créer des faux souvenirs. Donc on ne se sert pas du tout de l'hypnose pour ça, parce qu'en fait on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. À part si après on va demander éventuellement à des proches, est-ce qu'il s'est vraiment passé ça? Et puis ça se trouve, en fait ils ne savent pas. Mais ça n'a pas de valeur en fait de retrouver un souvenir, parce que on peut créer des faux souvenirs, et il y a eu des grosses histoires autour de ça. Il y a eu une grosse affaire aux États-Unis de gens qui avaient retrouvé des souvenirs d'agresseurs. Puis en fait, ça avait fait un merdier pas possible. Et je sais pas si c'est depuis ce truc-là, mais en tout cas, ça n'a aucune valeur légale en termes d'agression, etc. On ne peut pas se servir de ça. Effectivement, c'est pas fiable. On peut retrouver un souvenir et ressentir que c'est un vrai souvenir, et en fait ça ne l'est pas. Et ça peut l'être aussi, mais voilà, on ne peut pas vraiment savoir en fait. Il y a beaucoup de clichés et d'idées venues notamment du monde du spectacle et du cinéma sur l'hypnose et l'hypnothérapie et qu'est-ce que ça permet de faire, etc. De ton expérience, c'est quoi les plus gros clichés sur l'hypnose? Qu'est-ce que les gens s'imaginent quand tu leur parles d'hypnose et à quel point ça diffère de ce que tu fais en fait au quotidien? Il y a plein de gens qui... comme l'hypnose c'est un petit peu mystérieux, ils vont se dire que c'est mystique. Et c'est pas parce que c'est mystérieux que c'est mystique. En fait, il y a plein de manières de pratiquer l'hypnose, et on peut effectivement avoir une approche spirituelle de l'hypnose, mais on peut aussi avoir une approche très pragmatique et terre-à-terre, et du coup, tout le monde peut y trouver son compte. Donc il y a plein de gens qui se disent « Ouais, moi l'hypnose, je sais pas, c'est pas trop mon truc », mais c'est un outil, en fait. C'est un outil qui permet d'accéder à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et... voilà, après, effectivement, on peut faire des trucs super perchés avec l'hypnose, mais on peut aussi ne pas. Hein. Donc, voilà, c'est pas mystique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre le contrôle en hypnose. C'est une manière plutôt de regagner le contrôle, en fait. Parce que quand on va voir un hypnothérapeute, on y vient parce qu'on n'arrive pas à contrôler, ou en tout cas à intervenir tout seul sur le truc qu'on veut changer. Donc c'est vraiment pour moi une manière de au contraire regagner en contrôle, parce qu'on va pas, c'est pas parce qu'on s'adresse à l'inconscient qu'on le devient. On est toujours conscient en fait dans une séance d'hypnose. Donc voilà, en fait il y a souvent plein d'amalgames qui sont faits autour de ça, et voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu magique, et que comme c'est un truc qui est rapide, ça peut se passer, on peut tout régler en une séance. Alors ça peut, ça arrive, mais c'est pas une attente saine à avoir vis-à-vis de l'hypnose. Il y a des gens effectivement qui règlent des trucs en une séance, mais on compte pas dessus. Et il y a des gens qui savent que c'est pas magique, mais ils aimeraient bien que ce le soit quand même. Et donc du coup, si ça se passe pas en une séance, ils sont un peu déçus. Et donc ils vont tirer des conclusions un peu rapides et sur l'hypnose et sur leur soi-disant réceptivité, etc. Et c'est dommage. Donc on n'a pas d'attente de résultat quand on va chez un psy, par exemple. On admet tout à fait que ça puisse durer 1 an, 10 ans. Et du coup, on peut avoir des attentes fortes envers l'hypnose qui pour moi peuvent être limitantes dans le processus, en fait, qui peuvent venir bloquer un truc, ou qui ferait que parce qu'on s'attend que c'est rapide, du coup c'est pas instantané, et donc on se dit en fait je sais pas, peut-être ça marche pas trop, et on persévère pas alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, et que ça s'apprend l'hypnose en fait. Trouver ce chemin-là vers son inconscient, c'est pas un truc qu'on fait volontairement d'habitude, et il y a des gens qui vont apprendre ça très vite, d'autres qui vont avoir besoin de 2 séances, de 3 séances pour trouver leur truc à eux. Ou peut-être plus, je sais pas, il n'y a pas de règle. Donc voilà. Il y en a plein d'autres après, mais je pense que c'est les principales. Ouais. Et quid de l'idée selon laquelle il y a genre un quart de la population sur qui l'hypnose ne marche pas, et qu'en gros il y a des gens sur qui l'hypnose ça marche, qui sont réceptifs, et il y a des gens sur qui l'hypnose ça marche pas, et peu importe à quel point tu essayes,
ça marchera pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement tout le monde peut être sujet à l'hypnose? Moi, je pense que oui, tout le monde peut être sujet à l'hypnose parce que dire qu'on serait pas réceptif à l'hypnose, ce serait dire comme je suis pas réceptif au cinéma, par exemple, en fait. Tout le monde a déjà modifié son état de conscience sans s'en rendre compte, parce qu'encore une fois, une émotion qui vient, c'est un état modifié de conscience. On a sûrement tous été déjà passionnés par un prof, ou on a tous voulu apprendre quelque chose. Enfin, on apprend mieux quand on a un prof qui est passionnant, par exemple, que quand on a un prof chiant. Et donc, quand on a un prof passionnant, on est beaucoup plus ouvert, on apprend plus facilement, et tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a apprises, et on a tous appris des trucs. Donc, en fait, avec l'hypnose, c'est comment on va désapprendre, trouver le chemin pour aller au centre de ces apprentissages, pour désapprendre un truc, en réapprendre un autre directement, sans passer par forcément toutes les expériences qui peuvent faire cet apprentissage-là. Et voilà, et pour moi, c'est une question de méthode, de temps, de feeling avec le praticien aussi. Et c'est pour ça que si ça ne marche pas avec quelqu'un, on peut essayer avec quelqu'un d'autre. Et puis, encore une fois, on ne tire pas de conclusion au bout d'une séance ou de 2 séances, parce que il peut se passer beaucoup plus de choses en allant plus loin. Et puis, ça peut mettre son temps aussi. Donc vraiment comme pour un psy, finalement. Parfois, c'est pas le bon du premier coup, c'est pas à la première séance que tout se règle magiquement, et il faut à la fois ne pas hésiter à changer de praticien s'il nous convient pas, et en même temps donner le temps aussi à la thérapie de faire effet. Ouais, c'est ça, parce que vraiment, comme on se dit que c'est rapide, on attend que ce soit rapide, mais il y a aussi des choses qui demandent du temps. Il y a aussi des émotions qui se traversent, et puis c'est pas en faisant un petit coup de baguette magique, comme on dit, que ça va se faire. Il y a des choses qui mettent peut-être un petit peu de temps à s'intégrer. Enfin, c'est un processus, tout ça. Il peut se passer des choses effectivement assez spectaculaires dans une séance, mais c'est juste les attendre, je pense que c'est se mettre des barrières. Quand tu dis des choses spectaculaires, t'as des exemples de choses qui te sont arrivées ou qui sont arrivées à des collègues pendant des séances? Ouais, alors après, des collègues, on se raconte pas tout, hein. Mais quand je dis des trucs spectaculaires, c'est qu'effectivement, souvent on se fait tout un foin d'un problème ou d'un truc qu'on vit, alors que c'est juste un petit grain de sable à faire sauter d'un engrenage. Et puis, des fois, il suffit de ça, et c'est pour ça que des fois, une séance ça peut suffire. Moi, je trouve ça toujours spectaculaire quand quelqu'un change en une séance. Donc, c'est juste ça, en fait, que moi, je mets derrière spectaculaire. Donc, personne ne se prend pour un chien et non. ne se découvre des capacités d'acrobate sous hypnose. Non. Déçu. Ouais. Après, voilà, c'est juste qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre, en fait, pour ça. Enfin, je sais pas, je suis pas très familière de l'hypnose de spectacle, mais en tout cas, c'est pas mon domaine. Oui. Mais même dans l'hypnose de rue, qui est plus des petits trucs ludiques, ça peut être assez rigolo aussi, parce qu'on peut faire tout un tas d'effets hypnotiques. On prend plus de temps à faire des effets hypnotiques dans l'hypnose de rue qu'en cabinet, même s'il y a des effets hypnotiques aussi en cabinet. Mais l'hypnose de rue, c'est vraiment un truc plus ludique, et on peut faire plein de petites expériences comme ça, où il n'y a pas d'enjeu émotionnel, rien, c'est vraiment des mécanismes, et ça prend très vite. Donc ça, c'est un bon entre-deux aussi. Je suis intriguée. Qu'est-ce que tu peux faire comme expérience, par exemple, d'hypnose de rue ludique rapide? Ce qui se passe souvent, c'est par exemple, on peut oublier son prénom, on peut se retrouver, les mains se rapprochent, et puis en fait elles sont collées, on n'arrive plus à les décoller. C'est ce genre de choses, en fait, où on peut faire des hallucinations négatives. Par exemple, mes lunettes sont dans ma main, mais je les vois plus. Enfin voilà, il peut se passer ce genre de trucs rigolos. C'est fou. Ouais. Est-ce que vous pouvez vraiment faire... J'ai beaucoup de questions sur est-ce que les trucs des films sont vrais. Est-ce que vous pouvez vraiment faire le truc où, par exemple, vous mettez un mot de code dans la tête de quelqu'un, la personne l'oublie, et si on lui... Par exemple, vous lui dites, quand je dirais crocodile, tu vas te mettre à faire le poirier, et la personne sort de l'hypnose, et si 2 heures après on lui dit crocodile, effectivement elle fait le poirier sans se rendre compte, alors qu'elle a oublié le fait qu'on lui a injecté un mot de code. Alors, faire le poirier, du coup, je sais pas si ça va jusque-là. Bon, après, on peut peut-être savoir faire le poirier à la base. Moi, je ne pourrais pas. Déjà. Et puis, après, faut que ça ait du sens. Et un mot, si tu veux, va pas faire
quelque chose à quelqu'un qui a juste pas de sens pour lui. Mais effectivement, on peut associer un mot à une émotion, ça s'appelle un ancrage. Et puis, du coup, après, quand on dit le mot et qu'on a associé ça à un fou rire, par exemple, on dit le mot et la personne se met à rigoler. Et ça c'est assez facile à créer. Ou alors, on associe justement un bruit ou un contact à l'état hypnotique. Et puis, dès qu'on refait le contact ou le bruit, même un peu à distance, enfin, sans être vraiment en face à face. Les formateurs s'amusent beaucoup à ça en formation. Enfin, quand je dis s'amusent, ils font pas n'importe quoi avec les stagiaires pour autant, mais évidemment, il peut arriver qu'on fasse des expériences rigolotes, et c'est vrai que c'est marrant, on voit un bruit et on voit la personne. Donc, ça, c'est vraiment possible. Ouais, on peut créer des ancrages comme ça, qui sont en gros l'association entre un bruit, un contact ou un geste avec un état, donc un état d'hypnose, un état de rire, on peut créer ce genre d'association. Ouais. Tu dis que vous pouvez associer des états émotionnels à des déclencheurs comme des mots ou des gestes. Ouais. Est-ce que vous pouvez aussi en enlever, par exemple, s'il y a un mot qui me fait ou un mot ou une odeur qui me rappelle un souvenir négatif, est-ce que via l'hypnothérapie, je pourrais le détacher et du coup pouvoir être en contact avec cette odeur, par exemple, sans qu'il y ait l'effet Madeleine de Proust Bah oui, c'est ça en fait, parce que le premier truc, donc ça s'appelle un ancrage, mais ça aussi, c'est un ancrage et on peut désactiver un ancrage. Voilà. Donc effectivement, oui, on peut créer un truc, mais on peut aussi désactiver l'association entre un état et une odeur. Et il peut se passer aussi, par exemple, un état et une musique. Il y a plein de choses qui passent à travers la musique. Je vais pas sortir... si, je veux sortir. Mais le cliché de on s'est rencontrés sur telle musique et du coup, à chaque fois que j'entends la musique, je repense à mon amoureux ou mon amoureuse et puis voilà, et soit ça me rend heureux ou soit ça me rend triste. Ça, c'est un ancrage. Et donc après, on peut casser cette association-là. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à raconter ou un moment qui t'a marqué dans ton parcours d'hypnothérapeute ? Oui, en fait, un jour, il y a ma mamie qui m'a demandé une séance d'hypnose parce qu'elle avait des problèmes d'équilibre. Et bon, ça, par exemple, c'est un truc, moi, en tant qu'hypno, je peux peut-être pas trop intervenir dessus. Bon, c'est une personne âgée, voilà. Mais bon, ma mamie me demande une séance, je vais pas lui dire non, ça se fait, quel que soit le résultat. Et donc on a fait cette séance, et c'était déjà émouvant de faire une séance avec ma mamie. Et voilà, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Clairement, moi, je lui ai fait des suggestions dans le sens de, par rapport à son équilibre, etc. Mais j'avais zéro promesse. Et je lui ai dit, je lui ai pas vendu le truc. Et ma mamie, c'est quelqu'un qui n'a pas été très heureuse dans sa vie. Et elle a un peu, aucun souvenir positif. Même quand on va lui demander, je sais pas, même avec tes enfants. Elle est hyper focus négatif, quoi. Et en fait, cette nuit-là, elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit, et en se disant mais en fait, ma vie était pas si nulle que ça. En fait, ça c'était bien, et puis ça aussi, et puis je fais ma marche tous les matins, et puis j'ai des amis, et puis au club, je suis la seule qui sait faire tous les jeux. Et du coup, elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit avec une espèce de prise de conscience, là, comme ça, sur sa vie qui n'était pas si nulle que ça, à 82 ans, le truc qu'elle avait juste jamais dû se dire, en fait. Elle a appelé ma tante après, et ça m'a vachement touchée, en fait. Et là, je me suis dit, franchement, tout ce que j'aurais pu entreprendre avec l'hypnose, ça aurait pu foirer, rien que pour ça valait le coup, quoi. Donc ça m'a vachement ému, ce petit truc-là. Et c'était une belle expérience. Entre elle et moi, mais même pour elle, ça m'a fait plaisir qu'elle puisse se dire, en fait, ma vie c'était bien. Je sais pas si ça a duré, si tu veux, mais au moins qu'il y a eu ce truc-là, je trouvais ça mignon. Donc il vaut mieux peut-être pas attendre 82 ans avant de faire sa première séance d'hypnose, puisque on peut passer un bon moment très vite. On peut passer un moment. Si vous trouvez que vous avez une vie pourrie, peut-être, vous pouvez vous y prendre maintenant pour pas attendre d'avoir 82 ans. Ouais. C'est une très jolie histoire. Il est jamais trop tard, hein, mais oui. Oui, est-ce qu'on a envie d'attendre ? Bon. C'est une très jolie histoire. Je suis venue te voir, comme je le raconte dans l'article qui accompagne cette interview,
pour arrêter de fumer. Oui. Et donc je viens, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, je t'ai pas vraiment détaillé ce que je voulais faire à part, c'est pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qui se passe pour toi, de ton côté, quand t'as une personne avec laquelle t'as aucun passé, qui arrive, comment tu procèdes pour savoir par où la prendre, entre guillemets, pour l'aider avec son problème? Ouais. Effectivement, oui, quand je sais rien, la première étape, c'est déjà de recueillir des informations sur ce qui amène la personne à venir, ce qui lui pose problème aujourd'hui, et puis vers où elle veut aller, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut à la place? Et des fois, les gens ne se sont pas forcément posé cette question-là. J'ai un problème aujourd'hui, qu'est-ce que je veux à la place? Je ne sais pas. Ou alors, c'est un peu des non-réponses. Je vais être bien. Voilà, on va détailler en fait ce que ça veut dire pour vraiment créer une solution vers laquelle la personne va pouvoir aller. Un truc concret, quoi. Pas un truc flou de je veux être heureux, quoi. Je veux être heureux, ça veut tout et rien dire, en fait. Et puis après, on va passer par plusieurs étapes. On va voir en quoi c'est important, par exemple. Qu'est-ce que ça peut venir servir d'aller vers cette solution-là. Comment la personne va pouvoir attester des progrès qu'elle fait, donc les premiers changements qu'elle va pouvoir observer à l'issue des séances. On va vérifier aussi que cette solution, elle est vraiment bonne dans tous les aspects de la vie de la personne, parce qu'on peut avoir une envie pour un domaine qui va avoir en fait des répercussions sur un autre. Alors du coup, comment on gère ça? Faut que tout soit OK. Donc ça, en fait, on passe par une détermination d'objectifs qui peut se faire donc une séance, 2 séances, 3 séances, 5, 10, je sais pas. Et donc chaque séance est un nouveau point de départ, en fait. On prend toujours ce qu'il y a maintenant, ok, c'est le point A, et chaque séance est un point A, et puis peut-être que le point B est toujours le même, mais en tout cas, on part toujours de ce qu'il y a là maintenant. Il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Moi, je vais rebondir sur un mot ou sur une émotion, et puis après, il peut y avoir des séances types où il y a la détermination d'objectifs, l'état d'hypnose, et puis après, le protocole de changement, si on veut. On utilise l'état d'hypnose de manière stratégique pour aller vers cette solution-là. Mais après, voilà, il peut se passer plein de choses différentes. Il y a plein de méthodes, plein de façons de pratiquer l'hypnose. Donc, je ne sais jamais comment va se passer une séance à l'avance. C'est la surprise. Ouais, toujours. Est-ce que toi-même, tu vas parfois te faire hypnotiser, avoir recours à l'hypnothérapie? Ouais. Pour des problèmes que tu connais, et en plus, j'imagine que, vu que tu es toi-même hypnothérapeute, tu peux avoir peut-être la capacité de voir un problème et de dire à mon avis, ce problème-là est lié à un truc que je ne peux pas gérer dans mon état de conscience actuel. Et du coup, est-ce que tu vas, comme certains psys vont se faire psychanalyser, est-ce que tu vas te faire... Oui. hypnotiser. Je fais à peu près une séance par mois depuis 1 an et demi. Et voilà, on n'est plus sur le même sujet qu'au début, mais effectivement, oui. Maintenant, je me fais plus chier à me prendre la tête. En fait, dès que je m'interroge sur un truc, c'est tellement plus facile et tellement plus rapide de se faire accompagner par quelqu'un que de chercher ces solutions avec ces schémas d'habitude, en fait. Mais c'est ces schémas-là qui font partie du problème aussi. Donc effectivement, je vais voir quelqu'un pour m'aider à sortir de mon circuit, en fait. Et c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait de ma vie. Et vraiment, c'est clair que je vais continuer. Et ça m'apporte beaucoup de... Après, voilà, c'est pas forcément une méthode que je viens d'évoquer là. Enfin, chacun a sa manière de travailler. Tous les hypnos vont pas travailler de la même manière, vont pas avoir la même personnalité. Et puis peut-être que... pour certaines choses, j'aurais envie d'aller voir ce praticien-là parce que j'aime bien sa façon de travailler et que ça m'intéresse d'explorer cette problématique de cette manière. Après, moi j'ai beaucoup de praticiens dans mon entourage maintenant, donc je peux choisir. Mais je suis très contente de faire ça. Ouais. Tu as plusieurs fois parlé des différents types d'hypnose et des différentes façons de pratiquer l'hypnothérapie. Je pense à une personne qui se retrouve dans ma situation de j'ai envie d'arrêter de fumer, j'y arrive pas, mais qui n'a pas de contact avec une personne pratiquant l'hypnothérapie. J'imagine que quand tu tapes rendez-vous hypnose sur Google, c'est la foire à tout et aussi à n'importe quoi. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est déjà comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? Où est-ce que tu exerces et comment est-ce qu'on peut te contacter? Moi aujourd'hui je suis basée à Nantes. Je fais des séances 1 fois par mois sur Paris.
Je fais aussi des séances par Skype. Et donc j'ai un site par lequel on peut passer. Enfin voilà, j'ai renseigné les différents domaines d'application, etc. J'ai mis pas mal d'informations là-dessus. Et puis simplement, on m'écrit un mail, on me téléphone. Et en ce qui me concerne, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux dire le nom de ton site à voix haute pour les gens qui écouteront l'interview qu'en audio? Oui, c'est mon site professionnel, c'est Gaëlle, Gae2le, tiré du 6, LAN, L-A-S comme Sophie, N comme Nathalie, et .com. Ça, c'est mon site pro d'hypnose. Ouais. Et ça coûte combien un rendez-vous, une séance d'hypnose? Alors, ça dépend des villes, en fait. En province, je pense que c'est entre 50 et 80, 70, un truc comme ça. À Paris, on doit être entre 80 et 120. Ouais. Et pour les gens qui n'auraient pas la chance d'être à Nantes ou Paris et qui du coup ne pourront pas te solliciter, sauf par Skype, démerdez-vous. Est-ce qu'il y a des alertes, des choses... Du coup, l'hypnose n'étant pas un domaine médical, tout le monde finalement peut se prétendre hypnothérapeute. Ouais. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui cherche vers quoi se tourner? Est-ce qu'il y a des associations de confiance par exemple, ou des choses qui doivent servir d'alarme en mode là n'y va pas, c'est sûrement pas très pro? Des alarmes, oui, là j'en ai pas qui me viennent, enfin j'y ai pas été confrontée non plus. Je pense la meilleure manière de contacter un praticien, il y a le bouche à oreille évidemment, quelqu'un qui a vécu une expérience et puis qui sait qu'il y a quelqu'un de fiable et qui est sérieux, évidemment ça marche comme ça essentiellement. Mais après sur internet, c'est déjà voir comment est le site de la personne, c'est quoi sa formation, éventuellement aller sur le site de la formation, faire des recherches d'avis sur cette formation-là, et puis après, faut pas hésiter à appeler plusieurs praticiens et puis leur demander comment est-ce que vous travaillez, et puis après faire son choix en fonction du feeling qu'il y a et puis de ce qu'aura dit la personne. En fait, mener un petit peu son enquête et puis aller vers la personne vers qui on a été le plus sensible. Voilà. Et donc ne pas hésiter à changer si ça se passe pas bien. Oui, ne pas hésiter à changer si finalement c'était un match qui était pas terrible. Et vraiment pas hésiter à demander les méthodes de travail de chacun, parce que tout le monde n'a pas et la même formation, et la même approche, et la même personnalité. Donc après, voilà, c'est la bonne combinaison à trouver pour soi. Et même dans le bouche à oreille, voilà, un praticien peut être adapté à une personne qui va donner un bon feedback, et puis finalement, l'autre personne, ça va pas forcément se passer de la même manière. Donc voilà. Il n'y a pas de vérité absolue. Non, c'est une question, c'est une relation thérapeutique, donc après c'est vraiment propre à chacun, quoi. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui envisagent l'hypnose mais qui osent pas ou qui ont peur? Ça dépend pourquoi ils osent pas, parce que on peut avoir peur parce que justement c'est mystérieux, c'est mystique. Bon, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On peut avoir peur d'être manipulé. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on n'ose pas. Il y a aussi des gens qui osent pas parce que pour eux, demander de l'aide, c'est une marque de faiblesse, par exemple. Donc ça, c'est encore autre chose. Moi, j'aurais juste envie de dire, faites-vous ce cadeau-là, en fait. Mais que ce soit l'hypnose ou autre chose, faites-vous ce cadeau de vous intéresser à vous et de vous offrir quelque chose de plus joli ou de plus épanouissant que ce que vous vivez maintenant. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'hypnose pour un truc ponctuel, donc effectivement, arrêter de fumer, perdre du poids, machin, tous ces trucs-là. Et je reviens pas dessus, mais je pense que c'est dommage de s'arrêter à ça. On peut aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus de choses avec l'hypnose. Et voilà, je pense que bien renseigner, ceux qui ont peur, juste renseignez-vous, et puis il n'y a pas le feu non plus, chacun fait les choses à son rythme. C'est pas parce que là je dis ça qu'il faudrait se précipiter vers un praticien, et chaque chose en son temps. Mais il y a aussi plein de choses pour lesquelles on ne pense pas qu'on pourrait consulter quelqu'un pour ça, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de pourquoi moi je suis venue à l'hypnose. Il y a plein de choses qu'on vit et qu'on pense qu'elles sont normales, parce qu'en fait tout le monde peut avoir de la rancœur ou de la colère ou des trucs comme ça, mais c'est pas parce que tout le monde vit ça que c'est un truc normal avec lequel on doit se résigner.
Et voilà, je pense que chacun a quelque chose à explorer avec l'hypnose, parce qu'on a tous fait dans notre jeunesse ces apprentissages inconscients dont on voit les répercussions à l'âge adulte, dans nos relations, etc. Et pour moi, c'est une belle preuve d'amour de soi que de, que de faire un accompagnement comme ça, en fait, simplement pour aller démêler ce truc-là, enfin, que vraiment tout le monde a, et pour avoir juste voilà, des relations à soi-même et aux autres plus épanouissantes, en fait. Voilà. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi. Et à bientôt sur Mademoiselle. Bonne continuation. À bientôt.